Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre rencontre avec Bruno Humbeek, psychopédagogue, qui vient de publier aux éditions Renaissance du Livre un livre justement intitulé Bébicratie. Alors, Bruno Humbeek, bonjour. Bonjour. C'est quoi cette bébicratie? Alors, bébicratie, c'est un terme qui est issu d'un autre néologisme qu'on appelle l'apicratie. L'apicratie, c'est l'injonction à l'euphorie perpétuelle. Le fait que le bonheur est devenu envahissant, est devenu une obligation pour chacun d'entre nous, et que c'est d'ailleurs une obligation qui se monnaie, puisque dans une bébicratie, vous allez payer très cher pour être heureux. Le bébicratie, c'est l'idée que votre enfant effectivement, doit nécessairement être heureux, content tout le temps, satisfait en permanence. Dans les contextes qu'on connaît d'hyperparentalité, c'est évidemment devenu une astreinte que beaucoup de parents se donnent à eux-mêmes, pour le meilleur quand ça se passe bien, mais pour le pire aussi quand c'est difficile à vivre et quand ça introduit de la tension dans la relation éducative. Avoir un enfant tout le temps content, satisfait en permanence, c'est non seulement impossible, mais généralement très peu souhaitable. La joie continue, que la pédagogie positive, par exemple, va nous vendre comme étant quelque chose de nécessaire sur le plan de l'éducation, qu'elle soit familiale ou scolaire, ça produit des parents épuisés, ça produit des enfants qui ne perçoivent plus où sont les limites, parce qu'effectivement, l'émotion dans laquelle on veut les faire grandir, la joie continue, est considérée comme étant la seule émotion qu'ils peuvent explorer. T'as pas à être triste, on t'a pas mis au monde pour ça. T'as pas à être en colère, parce qu'on fera tout pour que tu sois jamais en colère. On se plie en quatre pour que tu ne sois pas. Surtout éviter toutes les expériences de peur. Et on va être dans cette injonction à l'euphorie perpétuelle qui épuise tout le monde, qui épuise le parent, d'où l'impression de burn-out parentaux de plus en plus fréquent, mais qui aussi épuise l'enfant. Être tout le temps content, satisfaire à ce besoin qu'ont les parents d'avoir des enfants éternellement joyeux, mais le démontrant aussi, ça crée un épuisement éducatif absolu contre lequel, effectivement, il faut se prémunir parce que nos enfants doivent être tristes de temps en temps. C'est indispensable pour qu'ils puissent comprendre le monde et réagir dans ce monde. Ils doivent avoir peur, c'est-à-dire si on les prive de toutes les expériences de peur, ils vont se les créer eux-mêmes. Ce qu'on explique par exemple l'appétence très forte des adolescents pour les thrillers. On a essayé de les faire vivre dans l'idée qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur, et ils vont se précipiter sur des films de zombies, des tas de trucs qui vont leur faire peur, qui vont leur permettre d'apprendre à savoir qui ils sont face à la peur, ce qui est l'expérience qu'on doit réaliser chacun en tant qu'être humain. Même chose pour toutes les autres formes d'expérience. Donc c'est vraiment important qu'on puisse comprendre que le champ émotionnel, il doit être vécu dans sa totalité. C'est un apprentissage essentiel que l'enfant doit faire. Il doit aussi apprendre que ses parents ont aussi des émotions. Et une des caractéristiques effectivement des bébicraties, c'est qu'on va vous dire il faut que vous deveniez des parents zen. Surtout, ne soyez plus jamais en colère. Ne montrez plus d'émotions, vous. Tout ce qui compte, c'est votre enfant. J'ai tout fait pour toi, j'ai tout fait, je respirais plus. D'une part, c'est dangereux de refuser ses propres émotions. C'est aussi très invalidant sur le plan de la communication de ne pas communiquer à son enfant qu'on vit des émotions. Je vais prendre un exemple. Imaginez, vous venez de repeindre votre salon. Vous avez mis des heures à peindre, c'est superbe. Et votre petit garçon, votre petite fille de 4 ans, il vient l'idée saugrenue pendant que vous prenez votre douche de faire un facsimilé des grottes de Lascaux. C'est-à-dire, en gros, il met ses mains dans la pot de peinture et puis il plaque ses peintures sur le mur. Si vous lisez certains bouquins trop rapidement écrits de pédagogie positive, on va vous dire que vous devez rester un parent zen. Vous allez donc descendre et expliquer à l'enfant qu'effectivement, vous ne voulez pas contrarier ses pulsions artistiques, mais que vous auriez préféré qu'elle vous sollicite avant de prendre l'initiative de... Évidemment qu'il va manquer un message terriblement important, c'est que tu viens de mettre ton père en colère. Et donc, si vous êtes en colère, exprimez cette colère. Ça veut dire ne vous laissez pas guider par elle. Le but du jeu n'est pas de laisser libre cours à toutes les émotions, mais exprimez-la, dire à son enfant, tu sais, papa est très en colère, avec un visage qui mime l'impassibilité, eh bien, c'est mutiler la communication du part essentiel. Ce sont ces dérives-là qui sont celles qui sont liées à la bébicratie avec des parents complètement déboussolés, moi que je vois très régulièrement dans mon bureau, qui n'en peuvent plus, qui craquent. Parce qu'effectivement, ils ont voulu être des hyper-parents, donc mettre au monde des enfants heureux, tout le temps heureux, en permanence contents, et ils se rendent compte effectivement que c'est tout à fait contre-productif, que les crises de colère de leur enfant, par exemple,
il n'arrive plus à les gérer. Petite scène typique de la bébécratie, une scène réelle qui est reproduite dans le livre. Un petit garçon vient de faire 5 tours de manège. Et puis sa maman estime que c'est suffisant. Et il se met à faire une crise pas possible parce qu'il veut un 6e tour. La maman se met à genoux et dit « J'accueille ta colère ». Alors ça fait peur parce qu'effectivement, on est dans un message. Cet enfant, évidemment, sentant sa toute-puissance, ne pas avoir de frein, multiplie la crise de colère et l'intensifie au point que la maman va craquer et il va faire son 6e tour. L'enfant comprend que sa colère est terriblement opérante sur sa maman et surtout, il n'apprend pas à exprimer ses émotions d'une façon socialement acceptable. 3e apprentissage défaillant aussi, mes émotions, quand je les exprime d'une façon socialement peu acceptable, ils génèrent des émotions chez les autres. Si je mutile tout ce répertoire émotionnel, je vais mettre en place les conditions de ce qu'on appelle une démocratie. C'est pour ça que la bébécratie est dangereuse. Elle met en place les conditions d'une démocratie, c'est-à-dire une société dans laquelle l'émotion est toute puissante. C'est tout à fait différent d'une démocratie émotionnelle participative. La démocratie émotionnelle participative, c'est dit vos émotions sont importantes, elles sont fondamentales, on ne va pas les contester, mais celles des autres le sont tout autant que vous, que la vôtre. Une démocratie, c'est votre émotion est toute puissante. Et on voit les dangers d'une démocratie, c'est-à-dire des personnes qui se mettent à voter uniquement sur base d'une émotion. Ça permet parfois d'avoir des malades mentaux à la tête de puissances mondiales. Les États-Unis ont voté sur une émotion dans un premier temps, pas la colère, mais le dégoût. Les Américains étaient tellement dégoûtés qu'ils ont voté pour une personne sur base de cette émotion-là. Et puis Trump, ayant bien compris qu'il ne pouvait pas surfer 2 fois sur la même émotion, là, il a généré des peurs. Il a dit maintenant, vous avez peur, votez pour moi, vous aurez moins peur. L'émocratie, c'est celle-là. Ça fonctionne chez chacun d'entre nous. Beaucoup de nos opinions sont générées par des émotions. Petite recherche qu'on a réalisée à l'université, on montre un petit enfant mort sur une plage. Et vous mettez en arrière-fond un bateau avec des réfugiés dessus. Vous demandez aux gens, qu'est-ce qu'on fait? La plupart des gens vous disent, on les fait accoster, on ne les laisse pas dans l'eau. Un enfant mort, c'est absolument intolérable. Faites la même expérience 1 mois après avec le même groupe. Vous mettez la même photo d'arrière-plan, mais vous mettez un terroriste en avant-plan. Vous allez voir que les opinions vont changer très très fort. C'est-à-dire que l'émotion va générer une autre façon de se positionner face au monde. Dans un premier temps, c'était la tristesse ou la colère. Dans un second temps, c'est la peur. Eh bien, ça génère des émotions. Une démocratie, ce sont des émotions toutes puissantes. Quand on apprend à nos enfants que leurs émotions sont toutes puissantes, on met en condition de réalisation de ces démocraties. Quand on leur dit ton émotion est importante, mais celle de papa et de maman l'est tout autant, celle de ton frère, celle de ton cousin, toutes les émotions sont importantes. Là, vous mettez en place les conditions d'une démocratie émotionnelle participative. Et comment est-ce qu'on explique justement l'émergence d'un phénomène comme la bébécratie? Alors, le fait que Kratos ne savait plus très bien sur quoi se poser, c'est-à-dire qu'effectivement, la démocratie est en péril parce qu'on ne sait plus où mettre le pouvoir. Et ce pouvoir, ne sachant plus où se poser, et effectivement, dans une société, d'ailleurs en crise de foi, dans laquelle c'est plus l'enfant divin, c'est l'enfant roi, c'est l'enfant Dieu. Et donc vous avez effectivement une tendance à focaliser autour de l'enfant, qui devient le personnage central de l'évolution de nos sociétés. Et autour de ça, on va mettre le bonheur comme principe majeur. Et on va vous dire, dans un monde absurde ou dans un monde dans lequel le néant a pris toute la place, ce qui est important, c'est au moins d'être heureux. Dans le monde en crise de foi, par exemple, eh bien, le bonheur terrestre va prendre le pas sur un éventuel bonheur ultérieur. Et donc, vous aurez une tendance à privilégier toutes les voies d'accès vers ce bonheur immédiat, sans limite, qui permet, dans un monde qui n'aurait pas de sens ou pas de signification, qui permet de trouver de quoi survivre. Si vous mettez l'enfant au centre du dispositif, c'est le bonheur de l'enfant qui se met au centre du dispositif. Et si vous en faites un argument de pouvoir, de puissance, d'autorité, un argument d'autorité, on le voit, l'enfant a beaucoup d'autorité actuellement. Il suffit de voir comment une jeune fille de 16 ans peut, à un moment donné, par un discours autoritaire, forcer un ensemble d'adultes à ne même pas contre-argumenter, c'est-à-dire à baisser la tête en acceptant que la toute-puissance est donnée à l'enfant, le pouvoir absolu et l'autorité complète. Quand vous avez l'autorité, le pouvoir et la puissance qui sont en collusion, vous avez les conditions effectivement d'un déménagement de cratie, c'est-à-dire là, dans ce cas-ci, la bébécratie a toutes les chances d'émerger.
Bruno Humbeek, merci beaucoup. Donc, je vous invite à découvrir ce livre Bébicratie, paru aux éditions Renaissance du Livre. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.